Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Est-ce que c'est bon là? Voilà, j'avais oublié. Donc, bonsoir. On est là jusqu'à l'heure du dîner, donc quelques quarts d'heure intenses que nous allons vivre grâce à votre participation et à notre intelligence collective, comme disait une dame que je viens de voir là sur le clip. Comment partager le savoir? C'est le sujet donc complètement en plein dans le cœur de cible de la Cité 2012. Je vous dis de quoi on ne va pas parler. On ne va pas parler de la pédagogie, de l'enseignement. On va parler de la circulation du savoir entre les sachants, entre les communautés scientifiques, au sein de structures comme les entreprises, les États, les sociétés, les associations, les organisations de tout genre. Hein. Donc on n'est pas dans un débat sur la pédagogie, les profs et les élèves. Il y a une richesse immense qui est le savoir. Comment faut-il le partager? Quelles sont les méthodes pour le faire? Quels sont les risques pour de le faire? Hein, donc c'est ça la problématique d'aujourd'hui. Je vais vous dire en 2 mots comment se déroule notre séance.
Je vais inviter nos intervenants, vous les applaudirez évidemment chaleureusement quand je les appellerai. Je leur poserai une première petite question à chacun, sans doute la même d'ailleurs, je vais essayer de les coincer un peu. En vous les présentant, j'en profiterai pour vous dire qui ils sont de façon très rapide, mais ils auront l'occasion, eux, de parler de leur expérience. Donc à la fin de notre débat, vous les connaîtrez tous très bien. Ensuite, assez vite, on demandera aux étudiants qui sont là au premier rang, qui ont déjà travaillé sur la problématique, de nous envoyer un premier feu de questions auxquelles répondront les intervenants, tous ensemble, enfin les uns après les autres, un seul, on verra ensuite comment les choses se passent. Et ensuite, je tiens très vite à donner la parole à vous, au public, aux gens qui sont venus s'inscrire et participer, non pas seulement écouter, mais participer à ce débat. Donc, comme la lumière est très forte, il faudra vous manifester de façon très visible, quasiment en vous levant, ou en levant les deux bras, etc. Et à ce moment-là, je vous retiens et je signalerai aux hôtesses que vous voulez poser une question, et elle viendra avec un micro. Les micros sont accompagnés d'un petit truc comme ça, là, pour le tenir allumé ou éteint. OK, on est d'accord? Alors, on commence. Messieurs, je vous invite à me rejoindre sous les applaudissements du public. Venez. Tâchez de vous asseoir en face de vos cavaliers, qu'il n'y ait pas de confusion entre les personnes et les noms. Alors Joël Vallat, je vais commencer par vous, parce qu'en fait, on est chez vous. Hein ? Ici, on est dans un endroit que vous avez votre âme et votre action est là, elle est dans ces murs et dans les esprits qui vivent ici. Bon, vous avez été le patron de cet établissement absolument prestigieux. Vous avez ensuite créé une fondation, Louis le Grand, pour, allez, je vais parler vulgairement, pour draguer les étudiants les meilleurs de la planète ou les meilleurs de notre pays, pour venir suivre les études les plus difficiles, les prépas les plus prestigieuses et les plus exigeantes, de façon à ce que le plus grand nombre d'étudiants ait la chance, repérés par vous, ou par vos espions, je ne sais pas comment ça marche, ait la chance de pouvoir servir la communauté en passant par ces études très traps, comme on dit dans le langage étudiant. Mais je vais vous poser une première question, puis je poserai la même aux autres. Si d'aventure vous retrouviez dans 5 minutes devant votre créateur et que vous aviez 3 phrases pour passer l'examen pour entrer au paradis, et que la question que le créateur vous poserait par mon truchement, c'est « Qu'as-tu fait pour le partage du savoir ?» On démarre vite. Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand même faire un tout petit rectificatif. La Fondation, ce n'est pas fait pour draguer les meilleurs étudiants, c'est fait pour draguer les mécènes. Hein, vous avez compris? C'est pour aller chercher de l'argent, vous êtes d'accord? Bon, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, il faut que je me souvienne de votre question. Elle est très directe. Oui, alors, qu'as-tu fait? Si je vais peut-être droit au but, je dirais que depuis une dizaine d'années, puisque vous parliez de ces meilleurs étudiants, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai considéré que pour une institution comme celle-ci, qui forme pas seulement à la science, mais c'est quand même un gros lycée scientifique, mais de manière plus générale, donc aux études supérieures très sélectives, il était très intéressant, très important et même essentiel d'aller chercher d'excellents élèves, d'excellents étudiants à l'étranger. Et je crois que pour moi, le sens du partage, c'est ça aussi. On pourra développer ça tout à l'heure. Avoir dans un établissement comme celui-ci près de 15% d'élèves qui viennent d'une 50aine de pays de par le monde et qui partagent justement ces mêmes objectifs, ces mêmes préoccupations, ces mêmes difficultés parfois que les jeunes Français qui sont ici, c'est sans doute le meilleur cadeau qu'on peut faire aux élèves français de cette maison, mais aussi à notre pays en termes de diffusion. Donc voilà ce qui me vient tout de suite à l'idée. Alors il y va au paradis? C'est vous qui votez. Merci beaucoup, Joël Vallat. Je démarre avec vous, enfin je continue plutôt, avec vous, Laurent Chohin. Expliquez-moi d'abord ce que ça veut dire en français, Chief HR Officer du groupe Mazars. Du groupe Mazars, je vois à peu près, mais Chief HR Officer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas m'embêter.
Non. C'est un gros mot pour signifier directeur des ressources humaines du groupe Mazars. Pourquoi? Parce que Mazars, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est née en France, mais il se trouve que sa réalité est devenue totalement internationale. On est présent dans près de 70 pays, 13 000 personnes. Donc en fait, il faut avoir ce réflexe de ne pas rester franco-français quand derrière on a embarqué dans une grande aventure humaine des gens qui ne sont pas français. Donc on les respecte, entre autres, en faisant en sorte que pour eux, ça veut dire quelque chose. C'est ça, que le plus grand nombre soit compris. Ouais, voilà. Alors, vous arrivez devant votre créateur et il vous pose la même question. Qu'as-tu fait pour le partage du savoir? Alors déjà, j'aurais dû m'attacher à savoir qu'il existait, c'est un premier point. Mais bon, non, ce que j'ai fait du moins, ce que j'ai essayé de faire, c'est finalement deux choses. La première, c'est de toujours mettre l'éducation au cœur de mon action parce que, par croyance personnelle, je crois plus finalement dans l'éducation que dans les créateurs. Et j'ai tendance à penser que c'est le sujet du XXIe siècle, c'est toujours le sujet de mon métier. C'est-à-dire que je suis un DRH, on n'est pas forcément très nombreux, mais je crois fondamentalement ça, que le facteur différenciant d'une politique de ressources humaines, le facteur aussi intégrateur d'une politique de ressources humaines, c'est l'éducation. Donc c'est le centre de mon action en tant que DRH. Et mon deuxième point du coup, ça a été de faire en sorte que je trouvais des gens pour qui ça allait être une idée à la fois acceptable et visionnaire. Et c'est typiquement le cas de Mazars, on aura l'occasion d'en parler, mais on essaie d'être différents, originaux, visionnaires, mais toujours de manière acceptable, c'est-à-dire en faire que ça marche, pour le dire comme ça, et pas seulement que ce soit une grande idée très générale. Donc pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, comment on traduirait en français un knowledge manager? Alors, il y a deux idées. Le partage du savoir, ce serait le knowledge sharing, en fait. Oui. Le knowledge management, c'est l'idée qui consiste à dire que plutôt que de faire n'importe quoi avec du savoir qu'on a, une entreprise comme Mazars, par exemple, c'est une entreprise qui est basée sur le savoir, à la fois des gens qu'on recrute et puis des métiers qu'on fait. Qui est même plutôt complexe en termes de savoir. C'est un savoir financier complexe, c'est un savoir d'expertise. Eh ben, c'est très simple. C'est d'un côté codifier, c'est-à-dire plutôt que de partir d'une idée qui est partagée que par quelques personnes, on arrive à la codifier et ensuite la diffuser. Donc pour moi, c'est codifier un savoir implicite et diffuser ce savoir implicite pour qu'on puisse le partager, c'est-à-dire que finalement, ça devienne un savoir de l'entreprise et non pas de quelques-uns dans l'entreprise. D'accord. Donc c'est le rendre collectif et transmissible en permanence. Oui, au-delà de Ségolène Royal, il se trouve que nous, le dernier rapport annuel de Mazars, ça s'appelait l'intelligence collective. D'accord, très bien, je vous remercie. Roland Lehoucq, vous êtes un astrophysicien au CEA, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça, enfin c'est le CEA, mais c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alternative, c'est ça qui est très important. Le EA qui s'est ajouté il y a combien de temps au début du sigle, l'acronyme? Il y a 2 ans. Très bien. Alors on vous connaît, enfin beaucoup de gens, je pense ici vous connaissent parce que vous êtes un génie de l'explication des choses inexplicables. Vous y consacrez beaucoup de votre temps et de votre talent. Vous écrivez des bouquins qui marchent très très bien, dans lesquels vous incitez tout le monde à creuser un petit peu des choses qui paraissent insurmontables, qui sont la physique et l'astrophysique, l'astronomie. Alors, vous connaissez peut-être mieux le chemin que les autres, par quelle galaxie on y va. Vous arrivez devant votre créateur, et puis il vous pose la même question. Justement, encore là. Alors, d'abord, je dirais à ce créateur, d'abord qu'il est chaud et qu'il est gros. Et que donc, je ne peux pas tenir très longtemps à son voisinage. Par chaud, je veux dire plusieurs dizaines de milliers de degrés. Et par gros, je veux dire plusieurs fois, 7, 8, 10 fois la masse du Soleil. Et donc, du coup, je lui dirais, je ne peux pas rester longtemps, parce que mon créateur, c'est une étoile géante qui a explosé et qui a forgé en son sein les atomes qui me constituent, qui vous constituent, et qui ont été produits par les réactions nucléaires en son sein. Donc, je lui dirais vite que c'est bien aimable de m'avoir invité, mais que je ne peux pas rester longtemps. Mais après, lui, il a le droit quand même de relancer la question, comme moi, et il dit, oui, mais alors qu'as-tu fait pour le partage du savoir? Voilà. Je viens de le faire devant vous. J'essaie d'expliquer à quel point la nature est belle, la nature est merveilleuse, extraordinaire et passionnante, et que l'on peut s'émerveiller de tout un tas de choses. En astrophysique, c'est, disons, particulièrement facile, mais c'est vrai dans toutes les disciplines scientifiques et d'une manière générale dans toutes les disciplines de l'intellect humain. Je vous remercie beaucoup. On continue le tour pas de table, mais de scène. Didier Barbet, alors vous êtes un IBMer, c'est ça? Parce que moi j'avais dit un IBM Boy, mais je suis complètement dépassé, j'ai 100 ans de retard. Hein? Donc vous travaillez aussi à la circulation
des connaissances à l'intérieur d'un immense groupe informatique qui est emblématique, hein, c'est le HAL de 2001 Odyssée de l'espace. Hein, c'est ça qu'on a tous dans la tête. Et donc, avec vous, on parlera aussi, je pense, avec Laurent, vous allez peut-être vous confronter, d'accord, vous compléter, on verra, sur la circulation et le partage du savoir dans l'entreprise. C'est très important et c'est stratégique, aussi comme dans la politique, aussi comme dans les structures étatiques. Mais je commence, je ne peux pas résister à vous poser la même question qu'à vos camarades. Merci Michel. Cette question me fait penser à la question que Jean-Pierre Elkabbach posait à François Mitterrand. Exactement la même, je crois. Et il avait répondu « Maintenant, je sais ». Et je trouvais que cette réponse était très belle. La question à moi maintenant. D'abord, effectivement, je travaille chez IBM, qui est une petite start-up de 450 000 personnes. Et ce n'est pas par accident que je dis ça, parce que la culture du fait et la culture du business case, comme on dit en anglais, mais des projets fait que cette entreprise est une entreprise d'intrapreneurs. Donc c'est extrêmement important dans cette perspective de partager le savoir pour cela, et j'espère que je vous convaincrai pendant ce débat. Pour répondre à la question, je dirais sous deux angles. Sous l'angle du dirigeant d'entreprise, je dirais que j'espère avoir fait progresser mes collaborateurs et surtout leur avoir donné des clés de réussite pour que, de façon autonome, ils prennent leur envol et donc qu'ils aient leur propre façon de développer leur carrière. Donc c'est, je crois, au cœur du management que de développer les compétences. Et ça se fait de façon collective et de façon collaborative. Et puis si je parle, parce que j'ai aussi une vie personnelle, oui, j'espère que j'aurai donné les clés du bonheur à mes enfants. Bon, ça, je pense que le créateur sera content sera intéressé par le deuxième argument, que vous n'aurez pas oublié. Le premier, on peut débattre. Ouais, ouais. Le premier, il est professionnel et l'autre, il est personnel. Mais c'est toujours bien de sortir de la boîte, comme on dit, d'avoir deux angles d'attaque, d'arguments. Absolument. Hein, tout à fait. En fait, donc pour vous, votre réussite professionnelle, c'est de faire réussir les gens qui sont dans votre horizon. Mais je crois, Carlos Ghosn intervenait un tout petit peu en début d'après-midi et il disait le rôle d'un leader, c'est celui d'assurer la pérennité de l'entreprise, de gérer les contradictions et de gérer les crises. Je pense que le rôle d'un dirigeant beaucoup plus modeste, c'est de faire réussir ses collaborateurs et de faire en sorte, surtout quand vous êtes dans une industrie qui va extrêmement vite, où la vitesse devient supersonique, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs soient toujours au dernier niveau de compétences et de savoir pour pouvoir progresser. Et il y a quelque chose que je voudrais dire pour alimenter le débat, c'est que il y a 30 ans que je suis dans la vie professionnelle, je constate aujourd'hui que le temps des individus est plus rapide que le temps des organisations. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était l'inverse. Et je pense que c'est une merveilleuse opportunité de progrès. Merci beaucoup. Professeur Philippe Boutry, prenez le micro. Bon, vous êtes d'abord, c'est vous qui accueillez, vous êtes le patron aussi de Panthéon-Sorbonne, enfin on est aussi sous votre égide. Vous êtes un historien en réalité, hein, un historien des religions, un historien de la société française, ancienne et même contemporaine. Je pense qu'il y a pas mal de vos étudiants, de vos anciens étudiants ici ce soir. Donc vous êtes un prof, un grand prof, comme on dit. Hein, c'est vraiment l'archétype de la mission de transmission. Mais vous, alors, qu'est-ce que vous avez fait pour faire partager le savoir ? À mon créateur, dont il est écrit qu'il a fait l'homme et la femme à son image et ressemblance, ce qui est plutôt encourageant sur le plan du partage du savoir, je dirais trois choses. D'abord, comme historien que j'ai fait de la recherche, c'est-à-dire de la production du savoir. En l'occurrence, quand on est historien, c'est de voir beaucoup d'archives très poussiéreuses dans des lieux très divers. Ensuite, que j'ai enseigné, vous avez, je l'ai regretté un peu, vous avez exclu l'enseignement au départ, et c'est vrai que la circulation du savoir dépasse largement l'enseignement, mais le partage du savoir, il passe par la transmission du savoir. Donc j'ai été prof en collège, en lycée, à l'université. Et puis, il se trouve que depuis 6 mois, je dirige une université où il y a 45 000 étudiants et 1500 enseignants et 1500 membres du personnel administratif, et que pour mettre en œuvre la recherche, c'est-à-dire la production du savoir,
pour mettre en œuvre la formation, c'est-à-dire la transmission du savoir, il faut faire face à des enjeux qui sont ceux de la modernité, et j'en relèverai deux en particulier. L'exigence de professionnalisation, qui est de plus en plus forte dans les universités, et d'autre part la révolution numérique, qui nous amène à beaucoup de modestie par rapport au savoir lui-même. Oui, le savoir classique détenu par les mandarins est en train d'être attaqué par l'Internet, c'est ça que vous... C'est cela que je veux dire. On est sur une estrade assez élevée, mais l'ordinateur nous conduit à descendre de l'estrade. Très bien. Alors je vais assez vite vous donner la parole aux étudiants qui ont pas mal de bonnes questions, mais je voulais juste avant faire un deuxième petit tour, sur la base du volontariat, sur cette idée qu'on avait déjà commencé tous, qui nous vient immédiatement à l'esprit, en fait, dès qu'on pense à partage du savoir, on pense à partage du pouvoir. On se dit, ce vieux réflexe un peu monarchiste ou de pouvoir, on se dit, mais si je leur dis ce que je sais, ils en sauront autant que moi et je perdrai mon pouvoir. Hein. C'est ce que les Anglais dans l'armée appellent the need to know basis. Hein. On ne dit aux gens que ce qu'ils ont besoin de savoir, pas plus ni moins. Moins ils en savent, plus je peux les diriger et les conduire vers l'abattoir, notamment pour les officiers d'infanterie de 1914. Donc je voulais vous entendre de vous très brièvement votre réflexion sur cette problématique classique, partage du savoir, partage du pouvoir. On y va dans l'ordre de notre randonnion. Laurent, vous commencez. D'abord, moi, je distinguerais une idée qui est la question du pouvoir dans l'entreprise. D'abord, c'est une question complexe. Dans les organisations, peut-être pas dans l'entreprise seulement. C'est moins la question du savoir que la question de l'accès à l'information. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle avec une mission dont j'étais très fier. On m'a dit, il faut que tu réformes le journal d'entreprise. Dans une assez grosse entreprise de la sidérurgie. Et moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait 3% de lecteurs. Et ça coûtait quand même assez cher, quoi. Donc, j'ai dit, faut peut-être qu'on arrête ça, qu'on fasse autre chose. Décision prise, 52% de grévistes. Donc déjà, pour démarrer une carrière de DRH, c'était parfait. Mais je me dis, mais 3% de lecteurs, 52% de grévistes. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et après des chercheurs l'ont expliqué, des gens d'ailleurs dans cette maison, ou du moins la maison d'à côté, qui sont très connus, c'est ce que disait très bien Michel Crozier. Il disait, en fait, le problème, c'est pas l'accès au savoir, à l'information. Enfin, c'est pas l'information elle-même, c'est l'accès à l'information qui est ce que les gens veulent. Et donc, le premier élément, et je crois que au-delà du pouvoir en tant que tel, c'est vraiment cet accès à l'information. En particulier, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu des mouvements autour de la notion d'information stratégique de l'entreprise. C'est celle qui consiste à dire donner plus en amont de l'information à des gens qui même peut-être n'en feront rien ou peut-être en tous les cas ne seront pas les plus incidents sur cette information, mais faites savoir aux gens où on va et ce qu'on fait. Je crois que dans mon métier, qui n'est pas un métier de pouvoir, qui est plus un métier d'influence et qui est éventuellement un métier où il faut comprendre la chose politique mais ne pas la pratiquer soi-même trop, le vrai sujet c'est celui-là, c'est de diffuser, d'ouvrir l'accès à l'information. Maintenant, mon deuxième point qui est évident, c'est que de toute façon, et j'étais précédemment à Mazars dans un grand groupe bancaire assez populaire et où tout le monde a un livret, pour faire court. On avait une opération qui était... C'est ça le need to know basis, on en dit le minimum pour que tout le monde comprenne. Oui. Et donc aux caisses d'épargne, nous avions un grand volant de managers. Et si vous voulez, le vrai problème, c'était quoi ? C'est que les managers, on les a pris à un moment, on a tout arrêté, on n'a plus fait que des formations pour eux, parce qu'ils recevaient 2 messages. Les gens qui travaillaient pour eux leur disaient, moi de toute façon, quand j'apprends quelque chose, je l'apprends par ma presse et non pas par mon manager. Et deuxièmement, quand mon manager me parle, il ne me parle que de chiffres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction de management dans une entreprise, c'est une fonction où on a charge d'âme. Et la meilleure charge d'âme qu'on puisse avoir, que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des gens dans une entreprise, c'est d'éclairer un avenir. C'est finalement de dire, voilà où on va, avec ce que ça peut emporter parfois de difficultés, de complexité, mais c'est ça qui me semble important. Donc bien sûr, je suis d'accord avec vous, le savoir c'est une forme de pouvoir. Cela dit, plus on avance dans un monde où, je crois, de mémoire, je parle sous votre contrôle, mais en 2030, on aura 90% de gens, comment on dit, pas lettrés, alphabètes dans le monde, où un humain sur 2 aura un accès direct à Internet. Il y aura 2 phénomènes, c'est que le savoir sera plus répandu et ceux qui en seront exclus seront d'autant plus marris d'en être exclus et ça posera d'autres types de problèmes. Mais on va plutôt vers un élargissement, un accès beaucoup plus large pour repenser nos façons de gérer le savoir. Roland Lehoucq, alors dans la communauté scientifique des astrophysiciens,
je lis le journal, je vois qu'à chaque fois qu'il y a une découverte, ce sont souvent des coopérations entre savants du monde entier. On voit un laboratoire américain, anglais, chilien, français, etc. On a vraiment l'impression là qu'on est dans le domaine où l'humanité, la communauté scientifique humaine, mondiale, internationale, travaille la main dans la main, échange toutes les informations, veut avancer pour le bien commun, et qu'il n'y a pas, que cette problématique du pouvoir n'existe pas. Est-ce que je me trompe ? C'est pas qu'elle n'existe pas. Il y a bien sûr des compétitions terribles entre certaines équipes sur des sujets chauds. Si vous prenez par exemple le sujet de la recherche d'exoplanètes, disons pour faire gros, entre les équipes américaines et leurs alliés et les équipes européennes et leurs alliés, ça bastonne. Et c'est pareil pour le LHC. Enfin, le LHC, la baston est finie, c'est les Européens qui ont gagné, parce que l'équivalent américain, le SSC, a été arrêté au bout de 2 milliards de dollars de dépenses. Donc il y a effectivement de grandes équipes, il y a effectivement un certain pouvoir à atteindre, enfin à obtenir par les résultats et l'importance des résultats, mais au niveau, disons, ça c'est pour les très grands projets ou les projets très chauds, mais à mon niveau, à moi de chercheur individuel et mes quelques collaborateurs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une idée qui dure depuis des dizaines d'années, peut-être même quelques siècles, d'échange d'informations, parce que c'est que comme ça que les choses d'information et de savoir, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses progresseront. Et à la fois un échange, mais aussi à mettre ce que vous produisez sous le regard des autres, et même une obligation, puisque c'est comme ça qu'est validé, sont validées les connaissances scientifiques, particulièrement en astrophysique, mais disons en physique en général et en sciences expérimentales en général, ou observationnelles. Vous devez mettre sous le regard de vos pairs les choses que vous produisez, et ils donnent un avis sur ce que vous avez produit. Et à la fin, c'est les arguments qui dominent, et pas tant, c'est plutôt les arguments qui dominent que les liaisons de pouvoir. Même si ce sont des humains qui font la science, et donc il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent en plus. Mais dont l'essentiel des choses se passe par collaboration, échange, confrontation aussi, débat, des fois un peu chaud, un peu tonique, mais ça se passe souvent cette forme-là, plus que sous la forme de la... Et alors le contrôle des pouvoirs publics, l'État français dit ne racontez pas tout ce que vous avez découvert, on en a besoin pour des raisons de prestige, de défense nationale, de retour sur investissement. Bien sûr. Alors après, alors là, ça devient un sujet beaucoup plus vaste et nettement plus compliqué aussi. On peut décider que certaines connaissances sont sensibles, qu'il vaut mieux les garder pour nous plutôt que ça ne soit les autres. Alors ça peut être des connaissances qui ont des applications militaires, des applications industrielles importantes, et on préfère les conserver, mais là c'est explicitement pour garder un pouvoir, alors que la science qui est belle et éclairée, normalement prêcherait pour un partage complet, total de toutes les connaissances. Donc bon, après il y a la science, c'est pas une activité qui est au milieu de rien, elle s'insère dans une société, elle est financée par quelqu'un, alors quelques-uns, soit des industries, soit des pouvoirs politiques ou des pouvoirs publics, des forces publiques. Et donc à un moment donné, arrivent dans le jeu de la science, dans le pur jeu intellectuel, arrivent des forces qui ne sont pas de son ressort et qui, d'une certaine façon, imposent peu ou prou leurs contraintes aussi. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Joël Vallat, je continue. En fait, c'est très facile parce qu'on est on est dans le même registre, dans le même ordre, comme dirait Pascal, ou dans le même rayon, comme disait votre ami Mitterrand. Donc, je pense à vos étudiants, à vos enfants, à tous ceux à votre pépinière, à tous ceux que vous allez amener à prendre des fonctions décisionnelles très importantes. Ils sont conduits à réfléchir à ces questions. Comment on organise, comment on construit leur réflexion sur ces impératifs de partage, défense de ses intérêts nationaux ou régionaux, etc. Est-ce que ça existe dans le cursus, ce questionnement, cette problématique, où on apprend ça, boum, quand on se retrouve en fonction, en responsabilité, et avant, on n'en parle jamais? Je vais sans doute vous décevoir, mais ma réponse sera plutôt négative. Alors bien sûr, cela va dépendre des disciplines d'enseignement, des professeurs qui enseignent dans telle ou telle discipline, mais je peux vous garantir que dans aucun des programmes officiels, puisque nous sommes dans un système très centralisé, le système éducatif français, il n'est prévu, à l'occasion de la couverture de ces programmes, ce type de questionnement. Donc cela viendra après. Un lycée comme celui-ci, et encore une fois, ne voyons pas que le côté négatif de la chose, mais des classes préparatoires, comme l'on l'indique, elles sont là pour préparer à des concours, à des sujets de concours, à un programme qui a été mis en place, et voilà.
Mais heureusement, les espaces de liberté, les espaces d'échange, les espaces de partage, comme je disais tout à l'heure, et notamment avec des élèves venus de partout, donnent l'occasion à nos élèves, et j'en suis persuadé, bien que nous ne sachions pas tout ce qui se passe dans tous les cours, à certains de nos professeurs avec nos élèves, d'avoir ce type de questionnement. Mais j'ai presque envie de dire que c'est hors sujet, c'est dommage. C'est pas hors sujet, c'est hors estrade. Voilà, c'est en off, oui. En coulisses, comme le festival d'Avignon off, le festival officiel. Est-ce que un sujet comme partage du savoir, partage du pouvoir pourrait être donné dans un écrit de culture générale dans toutes les grandes écoles françaises? Est-ce que ça, c'est un sujet qui... De toute façon, vous parlez des grandes écoles françaises, quelle que soit leur spécificité, y compris les écoles scientifiques, les écoles d'ingénieurs, vous avez des épreuves de culture générale, très éloignées des sciences dures. Donc ça, c'est un point très positif. Sujets pour lesquels les programmes varient année après année, et on peut tout à fait imaginer que cette question arrive un jour au programme, ce qui serait souhaitable d'ailleurs. Donc ceux qui préparent peuvent commencer à réviser. Je vous remercie. Didier, je continue avec vous. Alors, on a entendu l'importance, dans la bouche de Laurent Chouin, l'importance de l'accès à l'information, de la problématique de l'accès à l'information dans l'entreprise. IBM, votre petite start-up de plusieurs, combien vous m'avez dit? 440 000. 440 000 aujourd'hui, oui, parce que ça change tous les jours, il y en a qui rentrent et qui sortent. Alors, en fait, alors par rapport à ça, le grand management, est-ce qu'il est d'accord de tout montrer, de tout laisser, de tout faire savoir? Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. D'abord, je voudrais juste partager un constat que vous connaissez tous, qui est le constat du numérique. Voilà, la réalité du numérique. Facebook a dépassé 1 milliard, il y a 500 000 Twitter sur la planète, il y a 80% des Français qui sont connectés à Internet, il y a plus d'un tiers de la population mondiale qui est connectée à Internet, il y aura beaucoup plus que 50% très vite en 2020. Bref, tout ça, ça se diffuse à une vitesse que je qualifiais de supersonique. Bref, ça remet même en cause votre propre métier de journaliste, puisque vous êtes désintermédié par les gens que nous sommes. On communique plus vite l'information que vous-même, donc votre rôle aussi, votre source de pouvoir aussi change. Votre pouvoir, c'est de donner du sens, de contextualiser une information pour apporter un savoir et partager un savoir. Je pense qu'il en revient exactement au même pour un manager. Et quand je réfléchissais au thème, il y a deux mots qui me venaient à l'esprit, et poussés par ces technologies d'information qui se diffusent malgré tout, et pour un bien, me semble-t-il. Le premier, c'est la notion d'écosystème. Et je rejoins Philippe, je ne peux pas concevoir des modules pour partager le savoir si je n'ai pas de compétences pédagogiques. Et je pense que dans mon rôle de dirigeant ou dans mon rôle de manager, mon premier rôle, c'est d'être pédagogue vis-à-vis de mes collaborateurs. Ça, c'est fondamental. Et j'ai eu la chance dans mon entreprise de toujours avoir eu des patrons qui m'ont appris quelque chose et qui m'ont enseigné quelque chose. Donc je pense que ces fondamentaux-là ne disparaissent pas, ils vont s'enrichir, ils vont se décupler, se déployer grâce aux technologies de l'information, mais votre métier a un grand avenir. La deuxième chose, c'est que cet écosystème de savoir, il est dans l'entreprise, il est avec les clients, il est avec le monde éducatif, je viens de l'illustrer. Et la deuxième chose aussi, c'est que le deuxième mot qui est important pour moi, c'est un très joli mot, mais qui est un peu galvaudé maintenant. Tout le monde parle de gouvernance pour expliquer qu'ils vont prendre une décision plus tard. Pas du tout. La gouvernance, c'est exactement la question que vous posez. C'est une nouvelle façon d'exercer le leadership dans l'entreprise. Je n'exerce pas mon pouvoir parce que j'ai du savoir. J'exerce mon pouvoir parce que de temps en temps, j'ai des collaborateurs qui connaissent plus un sujet que moi-même je le connais. En revanche, je peux peut-être contextualiser ce sujet, etc., et lui donner du sens. Et juste pour répondre finalement à votre question, nous venons de changer de chairman, qui est une femme maintenant, qui s'appelle Ginny Rometty, et qui est en train de développer, on y réfléchit avec l'homologue de Laurent, on y réfléchit de développer des systèmes de, pardonnez, je vais parler en anglais, mais de social management.
On parle beaucoup de social media, de médias sociaux pour communiquer. Ces médias sociaux, ça devient des moyens de faire du business, ça devient du social business, c'est-à-dire de fabriquer des affaires, de créer de la croissance, et en créant de la croissance, on crée de l'emploi, donc on crée de la richesse. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes de social management, c'est comment on va utiliser ces médias sociaux pour mieux manager les collaborateurs et créer des communautés sur des savoirs, sur des projets spécifiques. Et ça, c'est... alors on fait, par exemple, du microblogging à l'intérieur... C'est un lapsus intéressant. Microblogging à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un système de chat, mais non pas un système de chat où je parle avec vous, Michel, et on échange, mais un système de chat où je parle avec la communauté. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce que l'information se diffuse très très vite. Et depuis 2003, j'en terminerai par là, je ne sais pas si vous connaissez les jams, pour ceux qui font de la musique, de jazz, c'est on vous donne une note, et après, l'ensemble des musiciens jouent sur cette note. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer, mais ils restent sur la même note. Et généralement, c'est toujours assez merveilleux. Et je faisais mon premier jam avec Françoise Gris, en France en 2003, où on a redéfini les valeurs de l'entreprise. Alors, plutôt que de décider que c'est la direction qui va dire, vous savez quoi ? Les valeurs d'IBM, c'est l'excellence au client, l'innovation et le respect. Voilà, j'ai décidé. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a créé des forums de discussion, donc on a fait du désir d'avenir avant même que ça devienne un slogan politique. Et on a commencé à consulter les collaborateurs et à utiliser des technologies qui permettaient aux collaborateurs d'échanger sur des thèmes. Alors vous aviez des gens qui étaient des spécialistes, des experts des thèmes. Vous aviez des modérateurs. Donc Françoise était une experte, moi j'étais un modérateur. Et on modérait la discussion avec l'ensemble des collaborateurs d'IBM. Et c'est eux qui ensuite ont voté, donc vous voyez, démocratie... désir d'avenir, démocratie. On a demandé aux collaborateurs de voter pour un certain nombre de valeurs et on a adopté ces valeurs comme étant les valeurs de l'entreprise. Et voilà où on en est. Et on utilise cette technologie tous les 18 à 24 mois parce qu'il ne faut pas user le corps social de l'entreprise pour tester des idées. Et je pense que quand on teste des idées, on innove. Je vous remercie beaucoup. Professeur Boutry, quand vous entendez toutes ces problématiques, toutes ces nouvelles façons de fonctionner dans les entreprises performante de service. Est-ce que vous vous dites, mais au fond, ça sert encore à quelque chose d'enseigner l'histoire de la papauté à Avignon au XIIIe siècle ? Non, ça incite à beaucoup de modestie. Vous savez, l'université est un monde avec des contraintes extrêmement faibles et un pouvoir relativement dérisoire. Lorsqu'un cours ne marche pas, les étudiants votent avec leurs pieds, et vous le savez très très vite. D'autre part, la question du partage du savoir, je le disais tout à l'heure brièvement, se pose très différemment aujourd'hui, avec une diffusion tout à fait extraordinaire par la révolution numérique de l'ensemble des connaissances. C'est une expérience que tout enseignant a fait, je pense, et que j'ai fait personnellement. Vous bafouillez sur une date et vous avez dans la salle un étudiant ou une étudiante qui vous dit « Monsieur, c'est pas le 14 septembre, c'est le 12 octobre ». Et désormais, il est plus savant que vous. En tout cas, il a les moyens d'être plus savant que vous. Alors vous vous posez vraiment la question « À quoi je sers ?» Cette question, on est obligé d'y répondre d'abord en essayant de maîtriser le numérique aujourd'hui au service de l'enseignement, et dans la formation des enseignants, dans la formation des étudiants, cela tient une place croissante dès la première année. Et puis d'autre part, on essaye de réfléchir à quoi consiste ce métier, et on le pense plutôt en termes de distribution, d'organisation des connaissances ou de synthèse des savoirs. Mais encore une fois, cela se gagne, cela se mérite. Ce n'est plus donné. Je voulais juste rebondir. Il y a quelque chose qui est fondamental dans l'enseignement et dans les grandes écoles où j'interviens pas mal en ce moment. Quand je regarde, je dis souvent aux étudiants, écoutez, vous n'imaginez pas vous présenter dans une entreprise sans parler au moins 1, 2, 3 langues. D'accord ? Au moins l'anglais et le français, l'espagnol en plus, c'est un bonus, et puis l'allemand, ce sera encore merveilleux. Mais il y en a une 4e ou une 5e que vous avez oubliée, c'est celle des technologies de l'information. Et je pense que votre point est tout à fait fondamental, parce que je pense qu'il faut apprendre aux collaborateurs de l'entreprise, aux managers, mais aussi à cette génération qui va arriver aux commandes de l'entreprise, qui va arriver dans l'entreprise, à parler couramment technologie de l'information. Sinon, leur avenir est en cause.
Et je pense que la révolution numérique n'a pas encore eu lieu totalement dans les modèles d'éducation, dans les modèles d'enseignement, malgré tous les investissements. Et ce n'est pas un problème de haut débit, ce n'est pas un problème de matériel, c'est un problème d'intelligence mise dans les technologies. Mais la génération digitale, donc ceux qui viennent après nous, est-ce qu'elle n'est pas spontanée? Est-ce qu'en fait, maîtriser cet outil et ce langage de l'Internet, de l'informatique, il ne l'acquiert pas presque automatiquement à la maison? Elle est spontanée pour organiser une fête avec Facebook sur le Champ de Mars, ça c'est spontané, ça. Mais pour diffuser du savoir, pour définir des business models, pour créer de la croissance économique, ça c'est pas donné à tout le monde. C'est une précision que je voulais entendre. Eh bien, puisqu'on parle des étudiants, ils sont là. Donc je vous donne la parole les uns après les autres. Enfin, vous posez une question, on répond, puis on fait un jeu de questions-réponses. Qui veut commencer? Mademoiselle? Quand même, parce qu'il y a tellement d'hommes sur cette tribune que... Hein? Donc, Anastasia Romiantseva, je suis étudiante en 5e année à l'école Epitech, qui est une école de Epitech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire European Institute of Information Technology. Donc, école de l'expertise informatique, comme je viens de le citer. Donc, j'ai une question à Laurent Chouin. Donc, par rapport à l'échange et le partage dans le monde des entreprises, comment optimiser donc, cet échange au service de l'innovation? Alors déjà, il y a un petit raccourci entre savoir et innovation, sur lequel je vais revenir. Il y a un point que je voudrais peut-être mettre en exergue pour démarrer. La question du savoir dans l'entreprise, elle commence réellement, ou du moins de manière intéressante pour nous des RH, le jour où l'emploi à vie n'est plus garanti. Alors, je vais m'expliquer. IBM, par exemple, est une entreprise qui, à un moment dans sa vie, a proposé l'emploi à vie. Le problème, c'est qu'on sait qu'à peu près depuis les années 90, à la fois sous l'angle de nouvelles réflexions et de la recherche en sciences de gestion, mais aussi par le fait économique, on ne peut plus garantir tellement l'emploi à vie aux gens. Et donc, tant que vous pouvez garantir l'emploi à vie, le contrat peut être de dire, tu as un emploi pour toute ta vie, et à partir de là, à l'inverse, je te forme, mais pour le poste. C'est-à-dire que je fais de la formation et non pas de l'éducation. Dès l'instant où on ne peut plus garantir l'emploi à vie, ce qu'on doit amener, nous, c'est en fait de l'éducation, c'est-à-dire de l'employabilité. C'est-à-dire que la responsabilité ultime de l'entreprise devient de garantir que les gens qui passeront par chez nous, même en dehors de l'entreprise, auront une belle vie. Chez Mazars, on a coutume de dire c'est my years with Mazars, c'est-à-dire en fait mes années Mazars, que je ne sois pas encore chez Mazars, que je sois chez Mazars ou que j'ai quitté Mazars. Ce qui est important, c'est de faire que l'expérience Mazars ait du sens, et non pas qu'on reste forcément chez Mazars. C'est un premier point. Du coup, par rapport à l'innovation, comment ça se pose? L'innovation, Anastasia, je vais prendre juste un chiffre tout simple. Si on prend le budget cumulé des 50 plus grosses sociétés mondiales, en recherche et innovation, on atteint des sommes astronomiques. On parle de centaines de milliards de dollars. Truc plus intéressant, aucune des 50 principales innovations mondiales réalisées ces 20 dernières années n'est sortie de ces laboratoires de recherche-là. Ça veut dire que la vraie question, c'est comment se génère l'innovation. Et est-ce que c'est le savoir qui directement amène l'innovation? Pas forcément. Ça dépend un peu de où. C'est plus vrai dans le champ industriel, c'est plus vrai dans le champ manufacturier, qui pour moi reste la vraie économie, hein, je ne nie pas ça. Mais c'est plus complexe dans des industries comme celle que vous étudiez beaucoup, c'est-à-dire par exemple les technologies de l'information, où beaucoup de choses se créent, pas du tout appuyées sur un savoir, mais en fait sur une innovation qui est une innovation, en fait, un savoir tacite partagé par très peu de gens. Et ce que je disais tout à l'heure, la vraie question du knowledge management, ou du management du savoir dans l'entreprise, ce n'est pas que d'organiser le savoir, c'est en fait de codifier des savoirs implicites, d'accepter d'aller le chercher chez des gens qui n'ont pas forcément la fonction de le produire. Et derrière ça, ça va être aussi de le diffuser, ce qui est un autre effort encore. Et ensuite de se l'approprier et de recréer de la veille. Donc notre rôle, par exemple, en entreprise, doit être d'abord de faire qu'on ne regarde pas uniquement les gens dont la fonction serait de créer, parce que pour la raison que je viens de vous donner sur 2 chiffres, juste comme ça, on voit que ça ne marche pas.
Mais c'est plutôt d'essayer d'élargir en permanence ces champs-là, d'ailleurs au-delà de l'entreprise. C'est pour ça que quand je vous disais mettre l'éducation au cœur d'un projet RH, c'est aussi le moyen de recréer le lien entre une entreprise et son écosystème. Et de là vont naître des idées, des savoirs très différents. Vous voyez, donc moi je pense que le point d'entrée de l'innovation, ce n'est pas la quantité de savoir géré par l'entreprise, c'est le nombre de frottements, pour utiliser peut-être un mot qui ira dans le sens de Roland, le nombre de frottements de l'organisation avec son écosystème et son environnement. Si on n'arrive pas à générer ça et à pousser ça, vous pouvez voir les meilleurs chercheurs à l'intérieur qui seront très fiers d'être des chercheurs à l'intérieur, mais qui à un moment, bien que poussés par de l'argent, des moyens, des objectifs, ne produiront rien de spécial parce que l'innovation, c'est pas ça, en fait, pour le dire comme ça. Ça répond à votre question? Je pense que Didier Barbet se sent la responsabilité de Non, je me sens en responsabilité de préciser 2 ou 3 choses. J'adhère totalement à ce qui vient d'être fait. Il y avait juste peut-être une incompréhension, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, mais je pense que les milliards que nous mettons, en tout cas en ce qui nous concerne dans la recherche et le développement, ont produit 4 prix Nobel, nous ont permis de découvrir le microscope à effet tunnel et la supraconductivité qui fait qu'on peut bâtir aujourd'hui des systèmes qui sont des systèmes apprenants et qui font des choses fantastiques comme accélérer et affiner les diagnostics sur des maladies comme le cancer ou le sida et de faire des stratégies de thérapie qui fonctionnent. Mais ce n'était pas du tout en opposition que je le disais. Je précise mon propos en dehors d'IBM. Non, pas du tout, pas du tout. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que cette recherche-là, elle se fait dans des alliances et dans des écosystèmes. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a un président qui est élu en France, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend un avion et quand il n'y a pas d'orage, il arrive à Berlin. Chez IBM, vous savez qu'ils ont tous les deux fait ça. Là, hein. Chez IBM, quand un président est nommé, la première visite qu'il fait, c'est au patron de la recherche. Et je me souviens de Sam Palmisano racontant l'histoire. Il arrive, donc c'était en 2003, il succédait à Lou Gerstner, et il arrive et il dit à Paul Horn, à l'époque, directeur de la recherche d'IBM, écoute, tes 6 à 6 milliards, je vais te les protéger. Donc le mec vachement content, etc. Donc j'ai continué à faire mon truc avec mes 3500 chercheurs, d'accord. Mais attention, je vais te demander quelque chose. C'est que je veux que tu en dépenses 50% avec les clients. Alors ça a changé toute la dynamique de la chose. Parce que vous imaginez que chez nous, l'exécution, la discipline d'exécution, de réalisation est extrêmement forte. Comme disait Carlos Ghosn tout à l'heure, ce n'est pas l'idée qui est importante, c'est savoir la mettre en œuvre. Et donc, du jour au lendemain, parce que nous, quand il y a une décision qui est prise à 5 heures le soir, le lendemain matin, vous exécutez, quoi. Vous mettez en œuvre. Et j'aime pas ce terme exécuter, c'est un terme anglais, et je trouve que c'est pas très joli en français. Et donc, moi, la première réaction que j'ai eue, j'étais commercial à l'époque, je suis allé voir mon client, qui s'appelait monsieur Michel-Édouard Leclerc, à qui j'ai dit, bonne nouvelle, est-ce que tu as des projets de recherche ? Parce que je peux te mobiliser des chercheurs à Zurich, des chercheurs à IFA, des chercheurs à Sao Paulo, sur des problématiques qui sont liées à la distribution. Naturellement, on a trouvé plein de sujets, et vous imaginez l'outil marketing que cela est devenu. Donc, il y a des vrais écosystèmes d'innovation qu'on peut créer avec les clients, et je voulais abonder dans ce sens, parce que ça permet de trouver des solutions pour nos clients. Merci. Une autre question. Allez-y, faites pas de politesse entre vous. Bonjour, je suis Nader Hassan, étudiant à l'Epitech aussi. Donc ma question serait pour Roland Lehoucq et Philippe Boutry, serait de savoir quel est le moyen le plus adapté pour partager le savoir. Donc, le moyen. Les moyens. Les moyens. Enfin, parce que tout à l'heure vous parliez d'Internet. Donc voilà. Ce sera plutôt les moyens, bien sûr, parce que il faut pour partager le savoir, il faut s'adapter aux gens avec qui on veut partager, ou qui veulent partager avec vous. Et donc les voies et moyens sont évidemment aussi nombreuses que les gens avec qui vous voulez discuter. Donc je dirais plutôt les moyens, et tout moyen est bon, à la limite, tout moyen est bon. On parle beaucoup de numérique, etc. Ça marche très bien, c'est bien pour nous. Mais si on veut vraiment partager, en fait, il faut partager aussi au plus grand nombre. Et donc, si vous voulez partager le théorème de Pythagore et sa compréhension avec des étudiants dans une école africaine, vous voyez tout de suite qu'il y a des soucis d'Internet qui vont se poser. Donc, il faudra faire ça avec un papier, un crayon, des bois, ce que vous voulez. Mais il faudra trouver le moyen le plus adapté pour faire ce partage. Et ça, fait partie pratiquement de la réflexion qu'on doit mener quand on discute, quand on partage des choses, des connaissances ou des savoirs, des savoir-faire. La réflexion en amont, c'est quel est le moyen le plus adapté, justement, adapté à la fois à ce que vous voulez dire, ce que vous voulez transmettre, et aussi adapté au public qui doit recevoir ça. Et
Donc je peux pas, enfin, je peux pas dire il y a ce moyen-là qui est génial et celui qui est pas bon. Moi, j'ai fait des choses, alors dans les écoles en France, dans les écoles primaires, où à la fois on utilise alors les technologies, les numériques, etc. Super. Et puis des fois, on prend un bout de papier et on prend un bouchon de champagne et on fait un truc super. Et les gamins sont verts et ils adorent. Donc c'est pas, voilà. Je dirais qu'il y a, voilà, il faut trouver les moyens et à chaque fois remettre sur l'ouvrage pour un thème donné, mettons le théorème de Pythagore. Vous voulez expliquer à grand monde qu'est-ce que c'est le théorème de Pythagore. Eh bien, il faut remettre sur l'ouvrage les moyens que vous allez utiliser pour le transmettre. Voilà. Donc je dirais que tout est bon. Philippe Boutry. J'irais exactement dans le même sens. Tout est bon, hein, depuis la craie, le tableau noir, jusqu'aux sophistications les plus extrêmes de PowerPoint et autres tableaux alternatifs. Je pense que plus que de moyens, il faudrait parler de dispositifs adaptés aux situations. Par exemple, en université, vous le savez, il y a le cours magistral qui a son rôle. Il y a les travaux dirigés, il y a les séminaires. Tout cela correspond à des relations interpersonnelles de types différents. Et puis, la révolution numérique a créé d'autres moyens d'échange. Par contre, un des points sur lesquels l'université, je crois, n'a pas dit son dernier mot, c'est le lien entre recherche et formation. Les enseignants d'université, on ne les appelle pas enseignants, on les appelle enseignants-chercheurs. Et le fait de lier recherche et enseignement, c'est-à-dire de confier les cours à des personnes qui elles-mêmes, non seulement ont fait de la recherche, mais continuent à en faire, c'est, à mon avis, un des points essentiels de la transmission et du partage du savoir, parce que c'est un savoir vivant. Est-ce que messieurs Léhoucq et Boutry ont bien répondu aux questions que tu te posais, ou est-ce que tu avais autre chose dans l'arrière du cerveau, que tu voulais les entendre parler d'autre chose? Non, c'était ça. Michel, si je peux juste préciser un tout petit truc, pour le... vous savez que depuis 20 ans à peu près, Microsoft avait fait un truc génial, c'était de standardiser les compétences sur la micro-informatique. C'est un phénomène, par exemple, qui a beaucoup créé beaucoup de cadres, en fait. Si vous regardez le savoir des cadres, ça a été très lié à ça. Par exemple, la plupart du temps, les associés chez Mazars sont plutôt ceux qui vont expliquer aux secrétaires comment on fait un PowerPoint. Il se passe un truc en ce moment, c'est que l'ouverture du monde des technologies ouvre ça complètement. Il y a par exemple un support de présentation, un software qui s'appelle Prezi, qui est en ligne, qui est très intéressant, P-R-E-Z-I. Vous irez voir, et dedans, il y a un truc que je vous invite à regarder, c'est l'explication par une présentation Prezi de la théorie de la relativité, qui tient en 5 minutes, qui est extrêmement éclairante. Mais vous allez trouver plein de réponses à votre question à travers juste cet exemple, à la fois sur la réponse directe et sur la profondeur en fait, des changements produits par les nouvelles technologies, en fait, par rapport au savoir, justement. Juste pour compléter ça, c'est surtout, vous ne méprenez pas, les technologies de l'information, les technologies, ce n'est pas la panacée. Hein. Je pense que Philippe a parlé de dispositifs. Je pense que tout ce dont qu'on vient d'illustrer, c'est complémentaire. Et à tel point complémentaire que dans les systèmes d'éducation que nous développons, même en ligne, on revient exactement à ce que disait Roland, au vieux crowbar. Parce que quand vous avez une pensée et que vous êtes capable de faire un schéma sur cette pensée, c'est que votre pensée, elle est claire. Et donc le schéma, le fait de faire un schéma, ça clarifie. Et on appelle ça, alors je continue en anglais, mais j'ai le droit quand même, mais ça s'appelle le whiteboard selling. Donc le whiteboard, c'est on prend un papier blanc et on montre le cheminement du raisonnement dont le but est de partager une information ou de partager un savoir. Donc on essaye de faire converger le meilleur des deux mondes. Et encore une fois, les technologies de l'information ne sont qu'un moyen. J'utilise en ce moment la langue française pour vous parler. Voilà, on utilise aussi la langue des technologies de l'information pour transférer du savoir. Et ça nécessite beaucoup de pédagogie pour concevoir ces savoirs, en tout cas la transmission de ces savoirs. Une autre question ? Merci. Bonjour messieurs, Antoine Pierre, toujours pour Epitech. Donc moi, ma question, ça serait toujours sur les moyens de transmission. Donc pour Roland Léhoucq, donc on sait que vous êtes dans une optique de vulgarisation en utilisant des moyens grand public comme la science-fiction ou la bande dessinée. Donc ma question, ça serait comment est-ce que cette démarche est vue de la communauté scientifique ? Est-ce que vous passez pour un rigolo ou pas ? Oui, je ne sais pas.
Tout le monde ne me dit pas son avis. Je ne sais pas si je passe pour un rigolo. En tout cas, ce que je dirais... racontez peut-être, expliquez un petit peu aux rares qui ne le savent pas, quel est votre J'utilise moi beaucoup les supports de l'imaginaire pour faire large, la science-fiction sous toutes ses formes cinématographiques, littéraires, la bande dessinée, le cinéma même en général, pas forcément de science-fiction, les œuvres de l'imaginaire vraiment en général, avec quand même un goût prononcé pour la science-fiction, je reconnais, pour parler de science, comme prétexte pour parler de science. Et donc à cette occasion, je me livre à tout un tas de petits exercices, entre guillemets, qui vont à la fois de est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. En général, la réponse est non, et tout le monde en est convaincu avant même que j'y ai répondu. Donc ça, c'est peut-être pas vraiment l'information cruciale. Ensuite, est-ce qu'on pourrait faire des choses identiques à ce que l'on voit dans le film, mais avec ce que l'on sait faire vraiment? La réponse est souvent non, mais pas toujours. Parfois, on peut imaginer faire des objets ou penser des choses que l'on voit dans ces films, les penser avec la physique actuelle ou la science actuelle. Il n'y a pas besoin de physique extraterrestre, d'une certaine façon. Et puis enfin, la dernière question qui m'intéresse beaucoup plus, c'est est-ce que je peux apprendre quelque chose sur le monde qui m'est montré, qui n'est pas donné explicitement dans l'œuvre, mais que je peux déduire de ce que je vois? Et ça s'appelle faire de la recherche scientifique. Alors quand c'est dans la vraie vie, dans le vrai monde, c'est de la recherche scientifique. Là, c'est de l'amusement, mais c'est très exactement mettre en œuvre les mécanismes mentaux de la recherche scientifique à partir des connaissances que l'on a, à partir de ce que l'on voit, et à partir d'un raisonnement que l'on élabore, essayer de trouver des informations qui ne sont pas données a priori. Par exemple, quelle est la taille de l'étoile de la mort, si je prends Star Wars, ou quelle est la puissance d'un sabre laser. Vous pouvez regarder partout, vous ne trouverez pas l'information dans les films. Et on peut donner un chiffre éduqué, ça veut dire avec une réflexion très détaillée, qui vous donne une réponse à ça. Donc là, dans cette démarche-là, voilà. Est-ce que ça choque les scientifiques? Non. Non, parce que d'abord, je prends toujours soin, enfin non, essentiellement non, je dirais, sauf que peut-être certains pensent que c'est très choquant, mais ils ne me l'ont pas dit. Voilà, du pouvoir. Bon. Au début, peut-être, les gens me le disaient plus souvent, on me disait, bon, tu déconnes un peu. Maintenant, ils n'osent pas, parce que j'ai une telle surface qu'ils me disent, non, non, maintenant, c'est bien ce que tu fais. Donc, mais ça pourrait choquer, ce que je peux comprendre. D'abord, je ne prétends pas que c'est une façon géniale ou unique de parler de science, mais là où elle m'intéresse le plus, en fait, c'est d'abord parce que ça permet d'abord de dire de quoi la science peut-elle parler. La science ne peut pas parler de tout, mais elle peut parler de science-fiction, de ce qu'on voit dans les œuvres de science-fiction, alors que la science-fiction, c'est le truc pour adolescents boutonneux, la littérature un peu de gare, pas terrible dans l'esprit de beaucoup de gens. Elle peut parler de beaucoup de choses. Il y a des choses dont elle ne peut pas parler. Donc ça permet d'abord de trancher l'amour ou la beauté d'une œuvre d'art. La science ne peut pas en dire grand-chose, enfin, en tout cas la physique. Et même la science en général. Donc elle permet déjà de savoir de quoi la science peut parler. Ensuite, elle permet de montrer la science à l'œuvre sur un sujet simple, assez superficiel, il faut reconnaître, pas très cohérent, parce que les œuvres de fiction en général ne sont pas très cohérentes. Les auteurs ou les réalisateurs ne cherchent pas à faire une œuvre complètement cohérente du point de vue scientifique, évidemment. Ils ne font pas du documentaire, ils font du divertissement. Et donc ça permet de parler de comment la science procède pour s'emparer d'un problème mal posé. Le problème mal posé, je le donne parfois à mes étudiants comme ça, à Polytechnique, je leur dis... voici Spider-Man 2, chapitre 15, à la timecode temps, chapitre 15 du DVD. Quelle est la puissance du réacteur à fusion du professeur Octavius? Vous avez 1 heure. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont un peu verts d'abord que ce support soit choisi. Deuxièmement, ils font ça en devoir à la maison quand même pour avoir le temps d'aller regarder tous les DVD tant qu'à faire, puis manger des chips en même temps. Ils sont un peu verts de la question, essentiellement pas tant parce qu'ils sont ignorants de la physique qui leur serait nécessaire pour faire ce qu'il faut faire, pour répondre à la question, mais simplement parce que le problème est mal posé. Il y a une seule question et il y a un seul objet où l'information n'est pas donnée comme ça, gratuitement. Il faut dépouiller l'objet et extraire l'information nécessaire. Et donc, dans cette affaire-là, ça permet de comprendre que la recherche, c'est pas une affaire de gars ou de filles dans leur tour d'ivoire, beaucoup de gars, trop de gars dans leur tour d'ivoire qui font un travail pas très clair et à la fin ils disent ben voilà c'est ça la réponse. C'est une affaire de réflexion, de discussion, d'échange et c'est pour ça que je leur dis vous pouvez rendre une copie à plusieurs et vous avez même intérêt à regarder et à rendre une copie à plusieurs parce que vous pourrez échanger sur ce qui vous paraît pertinent dans le film pour répondre à la question. Et la difficulté vient aussi du fait qu'il n'y a pas les questions 1, 2, 3, 4, 5, partie 1, 2, 3. Les parties sont largement indépendantes, ce qui veut dire qu'on peut les gratter des points à la fin quand on ne comprend pas le début. Enfin, toute cette psychologie de l'énoncé que les étudiants maîtrisent très très bien. Et les enseignants aussi, parce que ça fait que les notes sont toujours 10. Et donc, c'est bien, c'est donc un bon enseignant, parce que la moyenne est élevée. Donc, est-ce que c'est bien vu par les chercheurs ? Oui, parce que ça permet de parler pas seulement de faits scientifiques, c'est-à-dire de connaissances scientifiques, mais aussi de méthodes scientifiques, de la façon dont la science procède, et plus généralement
Ça met au point, ou ça permet d'évoquer cette boîte à outils intellectuelle qui, à mon sens, est finalement plus importante que les connaissances qu'elle manipule. À une époque, il y avait les gens qui savaient et qui savaient comment on manipulait les savoirs. Maintenant, les gens qui savent, c'est vous. L'expérience dont parlait M. Boutet tout à l'heure m'est arrivée plusieurs fois dans un cours où vous dites la masse du deutérium, c'est 2896,23 MeV sur C2. Ça n'a aucune importance, ce truc-là. Et un étudiant dit non, monsieur, c'est 2883,25 MeV sur C2. Il dit oui. Alors, bah oui, il dit comment tu sais ça? Bah, évidemment, il avait son iPhone, il a regardé sur Wikipédia. Il m'a dit, bah, Wikipédia, ils disent ça. Il dit, bon, alors, bah oui, ils ont peut-être raison, peut-être moi j'ai tort, mais alors, à ton avis, c'est pourquoi il y a une différence? Qu'est-ce qui pourrait justifier la différence? À la limite, que j'ai tort ou pas, c'est peu intéressant, c'est pas flatteur pour moi, mais c'est quoi la différence? Et puis, en faisant ça, ça me fait gagner du temps, surtout, pour me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans Wikipédia? C'est surtout ça. Parce que c'est ça, l'enseignant, c'est pas tant qu'il en sait plus, c'est qu'il en sait plus vite, il maîtrise les choses, il a un petit temps d'avance. C'est comme les magiciens. Les magiciens, quand ils vous font un truc devant, c'est déjà fait le truc. Puis le reste, c'est du buzz, c'est du business pour amuser la galerie. Ils ont déjà... Voilà. Donc là, et en réfléchissant en même temps, je dis la différence, c'est 0,511 mégaélectronvolts sur C2. Ça veut dire que la différence, c'était la masse d'un électron. La masse d'un électron. Et donc j'ai dit, bah, c'est normal, dans Wikipédia, ils ont dit la masse de l'atome d'hydrogène, moi j'ai donné la masse du noyau d'hydrogène. Donc c'est moi qui ai raison. Et donc du coup, donc voilà, du coup pour dire que effectivement utiliser ces technologies d'information c'est très bien, qu'il y a énormément de gens qui ont accès maintenant très direct au savoir, mettons par Wikipédia, avec ses défauts, mais c'est aussi ses immenses qualités, et que c'est pas ça qui fait que vous êtes quelqu'un capable d'utiliser ses connaissances. Et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps pour élaborer ce raisonnement, c'est une recherche que j'ai faite sur ma pratique de chercheurs communicants, comme on dit, de chercheurs qui diffusent les connaissances scientifiques, en réalisant que finalement, passer par ces mondes de science-fiction, c'est d'abord par goût personnel, parce que ça m'amusait essentiellement, mais en fait, on pouvait aussi transmettre des outils mentaux, finalement, une boîte à outils intellectuelle, et que c'est finalement elle qui est la plus importante, non pas que les connaissances ne soient pas importantes, il en faut un minimum pour pouvoir parler, il en faut un minimum pour pouvoir échanger, mais que ce qui est maintenant, et foncièrement à notre époque, avec toutes ces connaissances disponibles quasi instantanément, il est beaucoup plus important d'avoir des outils mentaux que d'avoir des connaissances factuelles. Même si un minimum de connaissances factuelles est utile, il faut savoir parler français, compter, etc., faire 2-3 choses élémentaires en autonomie, sans avoir un support Internet ou une calculatrice sous la main. Voilà, donc je pense que les chercheurs acceptent tout à fait ce que je fais, de faire ce détour par l'imaginaire, parce que j'arrive à quand même borner ce qui relève de la science et ce qui n'en relève pas, finalement, de quoi la science peut parler, de quoi ne peut-elle pas parler, et que j'arrive aussi à promouvoir d'une certaine façon la façon dont la science fonctionne, en plus des connaissances que la science produit. Voilà. Est-ce qu'il a bien répondu à votre question? J'ai l'impression. Je voudrais vous inviter, Joël Vallat, on vient d'entendre une sorte de remise en question de la pédagogie traditionnelle. En même temps, est-ce que vous pensez, comme Roland Lehoucq, au fond aujourd'hui, le rôle de l'éducation, puis alors l'éducation pour aller au loin, hein, c'est pas seulement les connaissances, mais c'est comment savoir se dépatouiller et s'organiser avec ces connaissances. Est-ce que la pédagogie que vous voyez autour de vous évoluer va dans ce sens-là? Bien entendu, c'est ce que nous constatons depuis un certain nombre d'années. Tout à l'heure, Philippe Boutry parlait des cours magistraux. Et je pense que le cours magistral, que ce soit à l'université ou à l'intérieur d'une salle de classe dans un lycée, a encore de beaux jours devant lui. Mais inévitablement, l'information venant d'un nombre de sources beaucoup plus grandes que par le passé, l'école n'est plus la seule source d'information et de savoir. Donc le rôle du pédagogue est en train d'évoluer et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, avec des rythmes différents suivant les disciplines, suivant les lieux, suivant les systèmes éducatifs. Nous avons toujours un système, on peut dire ici, enfin quand je dis ici en France, très académique, très vertical, très pyramidal. Les systèmes anglo-saxons sont beaucoup plus participatifs et ils n'ont pas attendu l'arrivée des nouvelles technologies et du numérique pour lancer cette participation. Donc les rythmes sont différents suivant les systèmes, mais nous avançons dans cette direction et encore une fois c'est une très bonne chose. Donc le pédagogue n'est plus le seul transmetteur du savoir, mais va devenir un organisateur, va apporter une aide
à la mise en ordre, à la mise en forme d'informations qui viennent de toutes parts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un souhaite poser une question en dehors des étudiants qui en ont encore dans leur besace, mais je veux aussi bien qu'on poursuive le débat avec vous. Alors on va prendre monsieur au deuxième rang et puis monsieur derrière la télévision juste après, derrière le caméra. Hein, ok. Bonjour à tous. Moi, ce que je souhaiterais évoquer, c'est la question du savoir dans la mondialisation. Il y a une inégalité avérée entre certains pays. Et étant donné qu'on a des responsables de multinationales, je voulais savoir quelle politique vous mettez en place pour assurer le partage du savoir dans les pays en voie de développement. Ça veut dire, est-ce que vous prenez des étudiants locaux? Comment vous gérez le brain drain? D'une certaine manière, comment vous participez au développement économique de ces pays? Voilà, merci. Alors tu poses la question à un intervenant en particulier ou chacun peut dire ce qu'il pense de cette problématique? Ce sera en particulier M. Barbet et Choin. D'accord. Mais tout le monde peut intervenir. Vous commencez et puis on enchaîne. Up to you. Du coup, je vais faire une réponse qui est moins mazard qu'une autre casquette que j'ai. Je suis membre d'un truc qui s'appelle le FMD, European Foundation for Management Development, merci, qui est en fait, je vais faire très court, mais le Vatican des business schools. Il y a un moment, on arrête d'être prof et paf, on se retrouve dans les institutions. C'est-à-dire que vous êtes infaillible, c'est ça? Moi, je ne suis qu'un simple prélat. L'un des sujets qu'on se pose aujourd'hui, qui est un vrai sujet, c'est moins sur les étudiants que sur le brain drain des profs. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui l'organisation mondiale des flux de profs de haut niveau, c'est un marché qui est en train de devenir un mercato de type foot. Et pardon de blasphémer dans une paroisse, mais il y a des sciences qui peut-être sont un peu plus dures que d'autres. Et moi, j'ai encore du mal à penser que les sciences de gestion, et pourtant j'en suis un membre de plein de façons, mais sont vraiment des sciences. On peut adopter des démarches scientifiques pour plein de choses, mais bon. Et pourtant, dans cet environnement-là, aujourd'hui, il y a ce mercato qui est organisé. La vraie responsabilité sociale ne sera pas sur les étudiants. Ce sera sur le fait de dire, voilà, on sait que ces pays émergents ont besoin d'avoir des très bons profs qui vont permettre de capitaliser localement aussi des savoirs, de les développer. Et donc, en fait, notre vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire en drainant les meilleurs de ces enseignants indiens, chinois, pakistanais, que sais-je, vers les écoles américaines, européennes, etc. Donc, la vraie question de la responsabilité sociale, globale, j'allais dire, environnementale, sur la question du savoir, aujourd'hui, à mon avis, porte beaucoup plus sur les flux de profs, d'enseignants-chercheurs, etc., que sur les flux d'étudiants en tant que tels, où là, la mobilité commence à être organisée de façon intéressante, et je pense avec un minimum de réflexion dans ce sens-là. Mais vraiment, pour moi, la question fondamentale est celle-là, et elle s'adresse du coup aussi à nous, parce que très souvent, en réalité, pour financer ces développements de profs, en réalité, derrière, il y a les entreprises. C'est-à-dire que c'est un effort que nous orientons en partie. Alors pour compléter la réponse, ce que nous faisons, on a au sein d'IBM une direction des relations avec le monde universitaire, on appelle ça University Relations dans notre jargon, qui est présente dans les 172 pays dans lesquels nous opérons. Et cette organisation a pour mission de développer dans chacun de ces pays des relations avec le monde, exactement de ce que vient de dire Roland, avec le monde de l'enseignement. Et de faire en sorte que des collaborateurs de notre maison puissent participer à des cycles de formation. Ça, c'est ma première réponse. Et par exemple, juste en France, on a un peu plus de 250 IBMers qui interviennent pendant toute l'année dans des grandes écoles, dans cette maison, etc., qui viennent faire des présentations sur nos métiers, sur un certain nombre de sujets sur lesquels IBM pourrait être pertinent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement encourageante dans les pays émergents, c'est que grâce à cette technologie, aux technologies, les pays émergents font un saut technologique. Imaginez, vous êtes un pays émergent il y a 30 ans, vous voulez passer un coup de fil, qu'est-ce que vous faites? Vous creusez des tranchées et vous tirez des fils. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique, vous ne creusez plus de tranchées, vous ne tirez plus un fil, vous mettez un satellite. Ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les nouvelles technologies, dans l'acception la plus large, offrent une accélération dans le développement qui permettent, dans le monde de l'enseignement, d'apporter beaucoup plus vite des compétences
là où elles sont nécessaires. D'accord ? Donc on a passé, par exemple, votre question est sympa, parce qu'on a signé un accord à Dar al-Salam en Tanzanie avec l'université pour justement apporter, contribuer, en faisant intervenir par téléprésence, etc., des gens compétents de nos laboratoires pour aider et contribuer à des enseignements. Donc ça, c'est des choses que beaucoup d'entreprises font, et ça fait, comme le disait Laurent, partie de notre responsabilité sociale de faire ça. Et en particulier dans les pays émergents auxquels nous devons beaucoup. Peut-être juste pour préciser un point tout à fait dans ce sens-là, une chose doit être claire pour vous, c'est que par contre, le monde du savoir et d'éducation ne sera probablement plus n'est déjà plus le monopole des écoles et le sera encore moins demain. La vraie question qui se posera, c'est est-ce que seules les écoles pourront diplômer, ou est-ce que, par exemple, des entreprises pourront être amenées à se retrouver dans des systèmes qualifiants? La réponse, moi, je pense, devrait être oui, à une condition, c'est qu'évidemment, elles se mettent dans des niveaux d'excellence, c'est-à-dire des systèmes de revue et d'évaluation par les pairs. C'est un peu le principe dans l'éducation. Ce n'est pas des systèmes gouvernementaux, enfin, parfois en France, c'est les systèmes gouvernementaux qui évaluent, mais le système mondial d'organisation de l'excellence dans l'éducation se fait beaucoup plus par ce qu'on appelle le peer review system que par des systèmes maîtrisés gouvernementalement. Tout à fait raison, Laurent, c'est que Laurent parlait tout à l'heure d'employabilité, qui est un peu la responsabilité. L'emploi à vie, c'était vrai chez IBM jusqu'en 1993. Quand vous tutoyez la mort, vous changez d'hygiène de vie. Quand vous avez trop de cholestérol, vous arrêtez de fumer, vous buvez un peu moins d'alcool, vous mangez moins gras. Donc depuis 1993, on mange moins gras et on boit moins. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces systèmes-là, ils permettent de faire en sorte que par des certifications qui sont homologuées par nos pairs, on puisse mettre sur le marché des compétences que des clients voudraient acquérir et que l'on garantit par une certification signée de notre entreprise. Donc ce système de certification, c'est comme c'est diplômant, quoi. Nous, on dit ça dans l'entreprise, on appelle ça des formations certifiantes, et je pense que dans le monde de l'enseignement, on appelle ça des formations diplômantes. On va donner la parole aux universitaires, parce que là, il y a deux questions. C'est les étudiants étrangers qui moi, j'ai envie de les entendre là-dessus, vous aussi, j'imagine. Les étudiants étrangers qui viennent dans les universités, mettons en France, puisqu'on est en France, qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce qu'ils retournent utiliser leur savoir dans leur pays ou est-ce qu'ils restent chez nous? Problématique, j'aimerais bien entendre messieurs Vallat et Boutry là-dessus. Et puis, là, l'enseignement, la coopération est-elle nécessaire, inévitable et souhaitable entre l'entreprise et l'université pour justement aller vers cet assouplissement des structures d'éducation? Philippe Boutry, vous commencez là-dessus? Oui. Il y a deux questions, vous faites comme vous voulez. Sur le premier point, j'irai dans le même sens que mes prédécesseurs. En effet, tous les systèmes de circulation au niveau étudiant, c'est les Erasmus ou les Erasmus Mundus pour les universités, mais surtout au niveau des enseignants, et en s'appuyant sur les moyens technologiques modernes, les thèses se font aujourd'hui en dehors d'un présentiel absolu. Donc, elles permettent des collaborations avec l'ensemble du monde qui sont extrêmement facilitées. Le second point, certificat et diplôme, c'est un problème extrêmement sensible dans les universités en ce moment. Je ne vous le cacherai pas, nous sommes en France dans un système de monopole de la collation des grades par l'université, le baccalauréat étant le premier de ces grades, la licence le second, le master le troisième et le doctorat le quatrième. La question qui se pose aujourd'hui, en effet, dans de très nombreux segments du savoir, c'est comment tenir compte de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire d'une dilution des connaissances dans des organismes qui ne sont plus strictement scolaires et universitaires. Les solutions ne sont pas simples. Il y a chez beaucoup de mes collègues une crainte de la marchandisation du savoir, c'est-à-dire de la possibilité d'acquérir, voire d'acheter des diplômes. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut penser à des dispositifs qui permettent de conserver une appréciation de la qualité des savoirs distribués et de la qualité diplômante ou certifiante qui va être accordée à chacun des étudiants. Actuellement, ces dispositifs se mettent en place soit au niveau du master, c'est le cas le plus fréquent, soit au niveau de chaires d'entreprise avec des formations qui s'appuient
très souvent sur le mécénat des entreprises, mais qui garde également un certain nombre d'exigences scientifiques et universitaires. Je crois que le modèle est en train de se chercher dans une tradition française qui est plus étatique peut-être que la tradition anglo-saxonne. Les systèmes sont ouverts. Je crois que ici, le point le plus sensible, c'est l'évaluation, en effet. C'est l'évaluation des systèmes par les pairs, disait tout à l'heure Didier Barbier. Je crois que c'est essentiel. Cela suppose un certain nombre de contraintes, cela suppose un certain nombre d'exigences, cela suppose également une confiance réciproque. Joël, voilà votre réflexion sur alors, cette problématique. Et puis les étudiants étrangers qui viennent en France, que font-ils ensuite ? J'ai juste abordé cette question tout à l'heure lorsque vous m'avez surpris avec cette fameuse rencontre avec le créateur. Donc je peux développer ça un peu davantage maintenant. C'est vrai, depuis une douzaine d'années à peu près, dans cet établissement, nous nous sommes lancés dans une internationalisation du recrutement, notamment pour les classes préparatoires scientifiques. Philippe Bautry parlait de marchandisation. Je crois que même si le mot de marché sonne mal dans le monde universitaire ou éducatif, nous sommes sur un marché international du savoir scientifique de haut niveau. Quand je vais recruter en Bulgarie ou en Chine un étudiant pour une maths sup ici à Louis-le-Grand, je sais que j'ai été précédé dans son lycée par des représentants de Princeton ou de Caltech ou de MIT, et je me dis que tant qu'à faire, autant qu'il soit chez nous, Louis-le-Grand ou d'autres prépas, pour ensuite aller dans les grandes écoles, que dans d'autres institutions étrangères. Donc ça, c'est le premier point. L'autre avantage parce que je suis persuadé que ces garçons et ces filles, parce qu'il n'y a pas que des garçons dans le domaine scientifique, seront de futurs ambassadeurs de notre système et de notre pays, même s'ils restent bulgares ou s'ils restent chinois. L'autre avantage que je voudrais aborder très rapidement, c'est le côté stimulation pour nos élèves français ici. Je peux vous dire, et je cite toujours cet exemple, ça doit remonter à 7 ou 8 ans, quand vous accueillez le 1er septembre dans cette maison une jeune fille de Shanghai qui a découvert le français en décembre et qui, le 1er septembre, et donc fait sa rentrée à Louis-le-Grand, le premier, on va dire, DS de maths, vous savez ce que c'est, un devoir surveillé de mathématiques, qui tombe 3 semaines après, eh bien, c'est la fille de Shanghai qui va majorer. Dans le jargon des prépas, majorer, ça veut dire être numéro 1. Passer numéro 1 devant les 45 ou 48 autres, pas tous jeunes Français ou Françaises, mais quand même pour la majorité de nos compatriotes qui ont plutôt tendance à rouler un peu les mécaniques puisqu'ils ont été admis à Louis-le-Grand, je peux vous dire que ça relativise, ça rend modeste, et ça c'est excellent. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous développons beaucoup, ici, mais aussi ailleurs, cette question. Quant à savoir ce qu'ils deviennent ensuite, oui. Je ne suis pas le mieux placé dans la mesure où nous les préparons à une grande école. Donc il faut voir 4 ans après qu'ils nous aient quittés, ce qu'ils vont devenir. L'immense majorité vont rester dans le système de la mondialisation, aussi bien technologique, scientifique ou commerciale. La majorité ne va pas rentrer dans son pays. Mais ceux qui vont y rentrer, comme je disais tout à l'heure, seront de vrais ambassadeurs parce qu'ils auront cette double formation, ce double cursus. Ils auront appris à penser français. Monsieur, derrière la télévision, vous aviez une question à poser. Excusez-moi, c'était un peu une réponse très long-winded, mais c'était très intéressant d'entendre 2 points de vue, l'entreprise et l'université. Donc, bonjour. Donc, je suis de formation ingénieur. J'ai suivi une classe préparatoire aussi et j'ai fait une grande école d'ingénieur après. Et aujourd'hui, ma situation, je suis ingénieur de production dans une entreprise française. Et elle se retrouve face justement à la question du knowledge management. C'est une problématique qu'ils n'avaient pas du tout envisagée par le passé. Et aujourd'hui, avec les défis qu'on connaît de la globalisation, etc., ça devient un enjeu majeur pour l'entreprise. Et j'aimerais en fait connaître votre avis, si vous étiez à ma place, si on vous demandait du jour au lendemain d'aborder cette problématique en partant de zéro, comment vous feriez? Parce que c'est du savoir qui
qui potentiellement a des répercussions énormes sur la compétitivité de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Et une deuxième question que j'avais, parce que cette question concerne plus peut-être les personnes ici qui ont un background plus dans l'entreprise. Et pour ceux qui ont fait de la formation, j'ai une question qui me taraude. C'est aujourd'hui, maintenant qu'on parle justement de l'ère du numérique, le fait que ça bouleverse un peu l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est l'occasion justement de penser un peu à une révolution de l'éducation en tant que telle, aujourd'hui, telle qu'elle est vécue en France, qui a toujours été avec des cours magistraux, le prof qui est devant la classe? Est-ce que ça va ouvrir une voie vers quelque chose de plus collaboratif, voilà, une nouvelle relation prof-élève qui existe peut-être un peu plus dans le monde anglo-saxon? Est-ce que c'est justement, ça va favoriser les choses dans ce sens-là? Alors on a déjà commencé quand même à répondre à ces questions-là, en montrant que rien n'excluait rien, que les anciennes méthodes et les nouvelles se complétaient. Mais je pense que qui voudrait s'y coller pour apporter... C'est surtout sur la première question, j'allais dire. Sur la deuxième, on a effectivement plutôt commencé à répondre. C'est pour ça que je voulais l'écarter comme ça. La première question, c'est pour être très opérationnel. Benchmark, vous commencez par regarder des bonnes pratiques. Quand je dis bonnes pratiques, ce n'est pas forcément les meilleures entreprises en knowledge management, mais ce sont celles qui ont vécu votre situation de rupture. C'est-à-dire celles, en fait, ce que j'entends à moitié dans ce que vous dites, c'est que c'est ces entreprises qui sont passées d'une gestion du changement incrémentale, c'est-à-dire par petits pas, à une gestion du changement par rupture. Donc en fait, il faut essayer de regarder celles qui, pour ces questions-là, ont dû s'adapter. Vous en avez plusieurs, certaines d'ailleurs même parfois ont disparu, donc c'est des études de cas qui sont assez intéressantes. L'exemple que vous connaissez tous, c'est Kodak. Je vais vous dire un truc, Kodak a inventé le numérique, c'est surprenant. Hein. Sauf que le jour où ils l'ont inventé, ils ont dit il ne faut surtout pas qu'on le développe, ça va tuer le... comment ça s'appelle, l'argentique, voilà, pardon. Et donc ils ont tué leur innovation, alors qu'ils auraient pu être probablement les innovants les plus forts. Et ça a été le début de la fin. Et vous savez d'ailleurs que Kodak, je crois, s'est arrêté récemment. Vous imaginez une entreprise de cette nature-là. Donc le point que je vous conseillerais de faire en tous les cas, c'est de benchmarker, d'aller assez vite, rencontrer des gens qui ont eu ces problématiques à gérer, et surtout de ne pas limiter votre champ de réflexion à l'entreprise où vous êtes. C'est-à-dire, faites venir des gens d'extérieur, constituez un board of trustees, un board of je ne sais quoi, advisors, whatever. À la fin de la journée, faites en sorte que des gens viennent réfléchir avec vous à ce sujet-là, et que les dirigeants soient dans le sujet autant que vous. C'est-à-dire que si vous êtes, encore une fois, la personne de recherche en charge du sujet, tant que vous êtes qu'un chef de projet, vous êtes mort. Vous devez devenir un chef de bande, quoi, y compris les dirigeants de cette entreprise. Mais benchmark, c'est la réponse d'entrée, et surtout écosystème, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Juste une chose, la consultation est gratuite, et il y en a une deuxième qui arrive maintenant. Non, c'est pas une consultation, mais surtout, vous faites ce qu'il a dit, parce que n'allez pas voir une société de service ou un prestataire qui va vous emmener tout de suite dans ce qu'il veut vous vendre. Je pense que le benchmark, c'est fondamental. Hein. Et je ne devrais pas vous dire ça, parce que sinon, je pourrais vous donner le nom d'un commercial IBM. Mais je ne le ferai pas. Faites exactement ce qu'il avait, ou de Mazar, bien sûr. Mais on peut travailler ensemble, hein. Ça marche aussi. Une autre question? Madame, au 3e rang. Je ne vous oublie pas, mes chers étudiants, je vous donnerai la dernière question. J'aimerais réouvrir un petit peu le débat. On a abordé jusqu'ici la question du savoir à travers essentiellement la question de la connaissance et donc de l'aspect cognitif. Moi j'entends dans le mot savoir également le savoir-faire, le savoir-être, et ça renvoie à la question du collaboratif, c'est-à-dire un savoir qui ne va pas uniquement dans un sens. La personne qui est DRH en a parlé justement, et je trouvais ça très, très intéressant. Comment faire ces allers-retours et nous ramener sur la question du partage justement du savoir. Moi, j'interviens dans plein d'entreprises et on voit que la problématique, ce n'est pas uniquement la question de la connaissance. C'est aussi la question du savoir-faire, du savoir-être, du partage. Et c'est aussi pour cette raison peut-être que les petites entreprises sont souvent plus innovantes que les grandes. Et ce n'est pas forcément toujours basé uniquement sur l'aspect cognitif, la question du savoir. Alors, comportement. Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, dans l'acception du mot savoir, en tout cas dans l'entreprise, le savoir, ce n'est pas la connaissance seulement, c'est l'expérience, le comportement, et je l'ai juste un peu évoqué tout à l'heure. Et pour vous donner un exemple, on a décidé à IBM France, et comme on le fait dans d'autres entreprises du groupe, mais on le fait de façon extrêmement formelle à IBM France, chacun des exécutifs prend 1 à 2 fois par mois un collaborateur qui reste avec lui toute la journée pour regarder comment
on fait notre travail. Donc, et lundi matin, à 9h moins le quart, je prends un petit déjeuner avec Sophie Gaillard pendant 15 minutes, et après, elle va me suivre pendant toute la journée dans toutes mes réunions, internes, externes, etc., pour voir un peu comment je gère ma journée, quels sont les sujets que j'aborde, etc. Et ça, on fait ça naturellement pour les gens qui sont à haut potentiel, etc. Mais on le fait, on est à 12, et on en passe 24 par mois. Donc ça, c'est vraiment, c'est pratique. Mais l'acception du mot savoir, pour moi, c'était aussi l'expérience, le savoir-être, le savoir-faire. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Quand je parlais de leadership, les attributs du leadership ont changé. Donc moi, je ne suis pas crédible si je ne démontre pas que je sais faire ce que sait faire le collaborateur, ou que je prends autant de risques que lui, que je comprends la difficulté de son travail. Ça, c'est fondamental. Je pense que la réponse était complète. Je voudrais prendre... On a encore 3 minutes, peut-être 4. Une dernière question d'un des étudiants, parce que je sais que vous avez travaillé, et donc on peut quand même vous entendre. Bonjour, donc Kadjari Vincent d'Epitech aussi. J'ai une question à Monsieur Chorin. Donc pour en revenir par rapport à Kodak, ou même dans la même optique, dans une entreprise, est-ce qu'un blocage de l'échange de savoir perturbe l'innovation? Oui, mais c'est parfois, malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Ce que je veux dire par là, c'est que ce blocage, on va en voir ceux qui sautent aux yeux. Par exemple, le blocage hiérarchique, l'absence de transmission. Par exemple, l'affaiblissement d'encadrement intermédiaire est un énorme sujet. Parce qu'en réalité, c'est là que vous mesurez la vraie qualité d'une organisation, c'est dans les structures intermédiaires. Le problème, c'est que ce n'est pas celle qu'on voit. Quand vous interrogez les dirigeants, on va vous dire « mais on l'a expliqué 5 fois ». Alors ça, c'est le principe de répéter un argument. Vous savez, il y a une phrase en anglais qui dit la définition de la folie, c'est de répéter sans cesse la même chose en attendant un résultat différent. C'est un peu une maladie des dirigeants, ça, d'une façon générale. Donc le vrai sujet, c'est comment on organise à la fois, pas seulement de la diffusion d'informations, mais ces groupes d'échange. Didier vient d'en parler très très bien. C'est le sens du jeu. Au passage, ce n'est pas que dans les entreprises. Ça se passe aujourd'hui dans l'université. Il y a des initiatives qui font que c'est une façon d'ouvrir, en fait, de désincarcérer le savoir. Et je pense que désincarcérer le savoir, c'est finalement ce qui nous rassemble tous ici, à notre manière. C'est exactement ce que fait Roland. Il le désincarcère, c'est-à-dire il le démythifie d'une certaine façon pour le mythifier d'une façon encore plus intelligente. Donc en fait, voilà, notre métier, c'est ça. Si vous voulez, le truc, vous savez, tout pilotage de changement repose, depuis Kurt Lewin, un grand maître, sur 3 choses. Si vous voulez faire un changement en changeant directement, vous créez de la grève, de la résistance, des conflits, de l'absence d'adhésion. Il y a 3 phases à respecter. UMR en anglais, unfreeze, move, refreeze. Vous dégelez, vous changez et vous réinstitutionnalisez. Vous ne regelez jamais. D'une façon générale, je vous dis ça de garçon à garçon. Le truc, c'est celui-là. C'est apprenez à unfreeze, c'est-à-dire à dégeler des situations, changer et ensuite reformaliser ça, refaites-en un projet. Voyez, mais vraiment, moi, je crois que c'est ça. Le vrai sujet de l'éducation et du savoir en général, c'est de le désincarcérer. Ça répond à votre question? C'est un beau cours, là. On a fini, c'est mon privilège de président de séance de poser une question. Mais s'il m'écoute, Roland Lehoucq, je voudrais vous poser une question pour terminer notre débat. Mais je suis très sérieux. On fera un deuxième débat après. Je tiens à dire que cette grande notion-là, c'était la notion en physique de ce qu'on appelle un recuit en oui. métallurgie, et qu'on appelle même un recuit simulé. C'est une méthode de programmation qui permet d'extraire des solutions d'un système d'équations compliqué où il y a plein d'équations, où il y a plein de solutions, et vous trouvez celle qui vous intéresse le plus, celle qui est la plus stable, par exemple, et vous ne pouvez pas la trouver par les autres méthodes. Alors vous secouez le machin, et puis ça tombe spontanément dans le trou, et puis quand vous refroidissez, c'est exactement ça, ben, vous avez votre solution. Ça s'appelle un recuit simulé. Je ne sais pas si les employés des entreprises seront contents d'avoir été recuits, qui sont simulés. Mais... Juste une question, vous nous avez parlé, tout à l'heure vous avez évoqué la bagarre sur les exoplanètes. Le moment arrive, je ne sais pas, peut-être qu'on parle en millénaire ou en siècle, ou je ne sais pas, où on va enfin rencontrer d'autres êtres vivants. Comment est-ce qu'on va faire pour partager le savoir avec eux? C'est une grande question. Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, on a déjà... Vous avez 2 minutes. Hein. On a déjà tenté le coup. En envoyant des messages sur les sondes Pioneer, sur les sondes Voyager. On a envoyé des messages électromagnétiques aussi. Puis, il y a SETI qui essaie d'écouter le Search for Extraterrestrial Intelligence, qui essaie de voir s'il n'y a pas
d'autres qui font la même chose que nous d'envoyer des messages. Et la question, c'est qu'est-ce que vous envoyez comme message? Comment vous le codez pour que les gars comprennent, etc. Et alors, ça remonte, cette question, même assez longtemps, puisque le mathématicien Gauss pensait que, puisqu'il y avait des sélénites, certainement, pour leur expliquer qu'il y avait une intelligence sur Terre, on allait dessiner à la surface de la Terre, c'est pour ça que j'ai cité Pythagore tout à l'heure, des grands triangles rectangles, et notamment le triangle rectangle fameux 3, 4, 5, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, et c'est assez rigolo. De dessiner des grands triangles, de la géométrie éventuellement plus compliquée à la surface de la Terre, de grande taille pour que les sélénites, à leur distance de Terre-Lune, puissent le voir. Et donc effectivement, beaucoup des choses qui ont été envoyées, bon, il y a des choses plus folkloriques, des CD, des gens qui dansent, de la musique, bon, ça c'est une chose, mais l'essentiel des messages sont beaucoup des messages d'ordre mathématique. Et notamment, quand on envoie le message d'Arecibo de 1973, ça a été envoyé, un certain nombre de bits ont été envoyés, et ce nombre de bits, c'est pas un nombre au hasard, c'était le produit de deux nombres premiers. Il n'y a qu'une seule façon de cette ligne de bits envoyés les uns après les autres, de les décomposer en une verticale, une horizontale, pour faire une image ensuite, qui était une image bitmap bête, hein, c'était vraiment une image très simple. Et donc voilà, ce sont des mathématiques. Et le grand message de 2006 de deux Canadiens, c'est farci de maths et de trucs. On a l'impression que derrière tout ça, l'idée est que s'il y a quelque chose d'universel avec éventuellement d'autres intelligences que sur la Terre, c'est peut-être les mathématiques. Pour le reste, c'est moins clair, mais bon. Est-ce que ça serait d'ailleurs un sujet de débat? Les mathématiques sont-elles universelles? Il y a Cédric Villani qui passait récemment. Ouais, je pense que lui, il fallait l'écouter sur le sujet. Alors on ira l'écouter quand ça sera l'heure de son débat. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre patience et votre intérêt. Et à très bientôt. Au revoir, merci.